Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'audit de surveillance et de renouvellement, dédié donc aux organismes certifiés Calliope. Avant de démarrer, je vais vous présenter les 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier est de couper son téléphone, en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux, pour ne pas être perturbé par les sonneries ou les notifications. Le deuxième geste va de pair avec le troisième, qui concerne l'utilisation de l'outil Livestorm qu'on utilise pour la diffusion de ce webinaire. Donc vous avez 2 onglets à votre disposition. Un premier onglet chat pour envoyer des remarques ou nous dire bonjour. Je pense voilà, qu'on a des personnes qui nous saluent dans la partie chat. Donc bonjour à Marie, Laurent, Baya, Carole. Je ne veux pas citer tous les prénoms, je vois que ça défile très vite. Bienvenue à ce webinaire et vous avez donc compris comment l'utiliser. À différencier de l'autre onglet qui est l'onglet questions, cette fois-ci à utiliser lorsque vous rencontrez une information qui mériterait davantage de détails pour vous. Utilisez cet espace, ce qui permettra notamment aux autres participants de voter pour vos questions s'ils la trouvent pertinente et aussi pour nous, en fonction du nombre de votes qui vont être donnés à une question, de pouvoir prioriser ces messages. Et enfin, le quatrième et dernier point, donc le focus sur la partie écrite, donc vous allez avoir sous vos yeux et aussi à l'oral pour améliorer vos compréhensions de l'ensemble du contenu et aussi de votre côté de limiter les redites, qu'on puisse fluidifier tout le long de la présentation. Donc ces rappels étant faits, je présente l'intervenante du jour, donc qui est Sarah. Sarah, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Sarah Maillet, je suis la directrice technique de ICPF. Je suis chez ICPF depuis 2019 et au poste de directrice technique depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai en charge la gestion de l'ensemble des activités d'audit et des auditeurs. Hem et je suis dans le domaine de la qualité depuis plus de 10 ans maintenant et plus de 5 ans chez ICPF. Merci Sarah, je suis en tout cas très heureux de t'avoir aujourd'hui, parce que c'est la première fois, je crois, que tu interviens lors d'un webinaire que j'anime. Donc Oui, avec toi, c'est la première fois, oui. merci de ta présence. Et donc pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing opérationnel chez CPF depuis 3 ans aussi. Donc je pense que j'ai pris mes fonctions quand Sarah a pris le poste de directrice technique à quelques mois près. Et donc maintenant, j'ai une maîtrise de l'écosystème de la formation professionnelle, donc qui permet de pouvoir vous informer en fonction de vos projets de certification tout au long du parcours. Pour la présentation du webinaire, ça va se diviser en 5 parties. Une première partie sur la présentation de ICPF, puisque aujourd'hui on accueille des personnes, donc qui nous connaissent, des clients, mais aussi des personnes qui ne nous connaissent pas, qui sont certifiées auprès d'autres certificateurs. Donc pour nous, on a cet objectif de leur faire comprendre qui on est, et de nos axes de différenciation par rapport à leur certificateur actuel. Le deuxième point sur l'après Calliope, que se passe-t-il une fois que l'organisme obtient la certification en termes de vision et d'opportunité? Le troisième point sur le cœur du webinaire, surveillance et renouvellement en termes de préparation, de planification et de réalisation de l'audit. Quatrième point, les indicateurs audités et les évolutions en termes de référentiel. Et enfin, la dernière partie, questions-réponses, à savoir que vous avez déjà la possibilité de poser des questions si vous avez déjà des interrogations. Je crois que ça a été le cas de Rodolphe qui s'interrogeait sur la réception du replay. Donc en effet, il sera envoyé par email au travers d'un questionnaire de satisfaction. Donc je vous inviterai à le remplir à la fin de la diffusion. Donc pour démarrer, ICPF aujourd'hui s'y différencie au travers de 5 axes. On retrouve dans un premier point la plateforme Noé, qui est aujourd'hui l'une des spécificités de ICPF, une plateforme qui vous permet de digitaliser l'ensemble de votre démarche de certification, de la demande d'audit jusqu'à la réalisation et l'émission du certificat. Et c'est un espace que vous gardez tout au long de la durée de votre certificat pour simplifier vos différentes démarches. Le deuxième point, c'est la compétence technique. Donc, nous existons depuis 30 ans presque maintenant, et les personnes présentes à ICPF ont en tout cas pour la partie audit, une expérience dans le domaine de la formation professionnelle et d'autres services qui ont également ce parcours-là.
Le troisième point, c'est la proximité territoriale. Donc, au travers de l'activité d'audit, nous avons également une particularité, c'est qu'on a internalisé une activité d'audit avec 16 auditeurs internes qui nous permet d'avoir une meilleure continuité dans le suivi du parcours de nos clients et également aussi une partie en sous-traitance qui permet de répondre à des besoins en fonction des territoires. On sait quelque chose sans ce volume de sous-traitance il serait compliqué de pouvoir assurer les audits dans toutes les zones, donc également au DOM-TOM. Le quatrième point, c'est le service client, donc qui est disponible au travers de la plateforme Noé, mais aussi de notre site internet. Donc c'est un outil de chat qui est aujourd'hui géré par des personnes des ICPF. On n'est pas sur un chat qui est automatisé. Donc c'est une personne qui s'assure du dispatch de différents messages, de répondre à ces questions et de pouvoir vous expliciter aussi des critères en fonction de vos demandes. Ça offre aussi une traçabilité dans vos échanges, de manière à ce qu'on puisse retrouver, les différentes informations, lorsque vous avez peut-être une réclamation ou besoin de retrouver un message que vous aurez envoyé, il y a plusieurs, jours, semaines, mois ou même années. Et enfin, le cinquième et dernier point, c'est le réseau de certifiés. Donc aujourd'hui, CPF, c'est plus de 7000 certifiés. On y rassemble les organismes, donc plus de 5800 avec Calliope et 1200 professionnels certifiés pro. C'est un écosystème qui se rassemble. Le dernier événement en date, au-delà de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est le ICPF Networking qui a eu lieu avant-hier. Donc on s'est rassemblés entre professionnels de la formation pour aborder différentes thématiques en termes d'actualité, notamment sur un potentiel référentiel KOP+. Alors, ce n'est pas le sujet du jour. On a fait une enquête publique qu'on va pouvoir vous partager sur le site internet pour les personnes qui n'auraient pas été présentes lors de l'événement. Alors, au-delà de ces axes de différenciation, on retrouve des offres de certification. On en compte 16 aujourd'hui au total, donc je ne vais pas toutes les aborder puisqu'aujourd'hui, le sujet central reste la certification Calliope. Sur le parcours surveillance et renouvellement. On pourra aborder en quelques mots la partie transfert pour les organismes certifiés ailleurs qui souhaitent nous rejoindre pour assurer le maintien de leur certification et des options qu'on va pouvoir aussi présenter de manière plus précise au fur et à mesure de la présentation. Donc Sarah, pour commencer à rentrer dans le cœur du sujet de la surveillance et du renouvellement, une fois qu'un organisme obtient la certification Calliope, quelles sont les étapes qui suivent dans le parcours? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la certification Calliope, comme tout système qualité, une fois que la certification est délivrée, l'organisme certifié rentre dans un cycle. Et donc, ces cycles, ils durent 3 ans. Et au courant du cycle, il y a un audit de surveillance à effectuer qui est généralement à peu près au milieu du cycle et un audit de renouvellement à la fin du cycle pour renouveler la certification et retourner sur un nouveau cycle. Donc l'audit de surveillance, il doit être effectué dans une période qui est définie par un texte de loi et donc cette période, c'est entre le 14e et le 22e mois passé la certification. Donc sur votre certificat, dès qu'il est délivré, vous avez une date de début de validité et au regard de cette date, vous savez que vous devez faire l'audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois. En gros, 1 an et demi après être certifié, on refait un audit qui est l'audit de surveillance. Et ensuite, pour renouveler la certification, avant la date échéance de la certification qui est également notée sur le certificat, on refait un audit. Et donc là, vous avez entre le 25 et le 36e mois pour effectuer ce deuxième audit du cycle qui est l'audit de renouvellement. Ces 2 audits, chez ICPF, ils sont financés par la redevance. C'est-à-dire que le système qui a été mis en place par ICPF, vous payez lors de votre audit initial pour passer le premier audit et ensuite vous avez une redevance annuelle, que vous payez à date anniversaire de votre certification et c'est tout. Vous ne payez pas les audits de surveillance et les audits de renouvellement, c'est la redevance que vous payez de façon annuelle qui va permettre de financer ces audits. Ça va permettre d'étaler les dépenses et de gérer le budget de l'organisme de certification tout au long de la certification.
Une première question de l'organisme Gessia Formation, donc on pourra, le voir plus en détail, mais une première question, que l'audit de renouvellement est-il moins lourd que l'audit initial? Alors, l'audit de renouvellement, c'est le même type d'audit que l'audit initial. C'est sur le même champ, c'est sur les mêmes indicateurs. Donc il n'est pas moins lourd, il est identique. C'est l'audit de surveillance qui, lui, va être éventuellement allégé en fonction des situations, on le verra plus tard. Alors même si on a déjà pu, enfin tu as pu déjà donner les dates, Sarah, heu, on a un autre, schéma qui vous aide à visualiser, quand planifier et réaliser l'audit de surveillance et de renouvellement. Est-ce que tu peux rentrer un peu C'est plus dans le détail, Oui, à avec ce le schéma, niveau-là? c'est plus explicite en effet. Donc, pour la surveillance, comme je le disais tout à l'heure, l'audit, il doit être réalisé entre le 14 et le 22e mois. Et pour pouvoir le réaliser, il faut que vous fassiez votre demande de planification d'audit. Et donc ça se fait à travers la plateforme Noé et vous pouvez le faire dès le 8e mois, passé la certification. Donc en gros, si vous avez eu votre certificat initial en janvier, par exemple, bah, dès le mois d'août, vous pouvez contacter ICPF pour planifier l'audit et il sera réalisable à partir du mois de, mars de l'année d'après. Donc vous pouvez planifier votre audit bien avant, la date de début possible de réalisation de cet audit de surveillance. Ce qu'il faut avoir en tête, oui, merci Thomas. Ce qu'il faut avoir en tête pour l'audit de surveillance, c'est que passé le 22e mois, donc 2 ans et 2 mois après la certification initiale, si l'audit de surveillance n'a pas été réalisé, il va y avoir une suspension de la certification. Donc c'est vraiment des délais légaux, on ne peut pas dépasser ces délais-là et à partir du 22e mois, il y a une suspension et vous avez à nouveau un délai supplémentaire qui est de 3 mois pour réaliser cet audit. Si vous faites cet audit pendant le délai supplémentaire de 3 mois, dès que l'audit est réalisé, le certificat est à nouveau réactivé. Mais par contre, si vous laissez passer ce nouveau délai de 3 mois, donc si vous laissez passer le 25e mois après la certification, là, la certification Calliope est retirée. Et ça, pareil, les délais sont réglementaires. Malheureusement, ICPF ne peut pas faire de dérogation à un texte de loi. En ce qui concerne le renouvellement, alors c'est le même principe avec des délais différents. Donc l'audit doit être réalisé avant la date échéance de certification et dans un délai qui permet de traiter, de faire l'audit de façon confortable et de traiter éventuellement les non-conformités. Donc c'est pour ça que, là, la plage pour effectuer l'audit de renouvellement est plus large. Dès le 25e mois, vous pouvez nous contacter et effectuer l'audit de renouvellement et ça vous laisse largement le temps de faire votre audit et de replanifier, par exemple, éventuellement, s'il y a un problème et de traiter les non-conformités. Ce qu'il faut savoir, ce que vous devez bien avoir en tête, c'est que même si vous faites votre audit de renouvellement par exemple, au 25e mois ou au 30e mois, le certificat va être renouvelé le lendemain de la date de validité. Donc c'est pas parce que vous faites votre audit de renouvellement plus tôt que vous perdez en temps de certification. C'est juste vous prenez de l'avance et comme ça après pendant 2 ans, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Donc c'est pour ça qu'on préconise, on vous a donné la possibilité sur la plateforme Noé de faire l'audit dès le 25e mois, donc 2 ans à peu près après la certification juste après la surveillance si vous le souhaitez et ça vous permet de rester, jusqu'à la fin de votre premier certificat, puis après c'est le deuxième certificat qui prendra le relais. Hem, donc oui, ce que je disais tout à l'heure, attention au délai de traitement des non-conformités, parce que contrairement à l'audit de surveillance, c'est pas juste de réaliser l'audit de renouvellement qui doit être fait avant la date de fin de validité. C'est vraiment l'ensemble du process. Donc là, si vous avez des non-conformités qui ne sont pas levées, passé la date de validité, donc passé le 36e mois, le certificat sera pareil, suspendu le temps que les non-conformités soient traitées. Donc il y a un risque de carence que nous vous conseillons de limiter au maximum en planifiant l'audit de renouvellement au minimum 4 mois avant la date de fin de certificat.
Alors pour rester sur le sujet de cette slide, on a une question encore de Gessia Formation. Mmh. Donc dans mon cas, je suis certifié jusqu'au 7 décembre. Mon Oui, audit est planifié le 4 ou le 5, donc j'imagine qu'il y aura donc une suspension, le temps d'avoir la réponse, à l'issue de l'audit. tout à fait. Il y a un risque de suspension. Alors, tout va dépendre de la situation. Admettons qu'à l'issue de l'audit de renouvellement, il n'y ait pas de non-conformité. Donc là, le délai pour obtenir le certificat renouvelé, va être le délai de traitement en interne de ICPF et notamment la revue. Chaque dossier d'audit est revu, par un auditeur expérimenté qui vérifie la validité de l'audit et donc ce délai de revue, peut être allongé en fonction de la charge de travail et donc il faut prendre ça en compte aussi quand vous planifiez votre audit, si vous ne voulez pas qu'il y ait de carence. Après, nous, de notre côté, bien entendu, on est organisé en interne pour identifier ces dossiers qui pourraient être urgents et les traiter dans la mesure du possible dans les délais compatibles avec la fin de certification. Mais par contre, on ne peut pas s'engager là-dessus parce que, bah, il y a des jours fériés, il y a des week-ends et malheureusement, on ne ce sont des activités humaines et donc on ne peut pas travailler, H24. Mais voilà, sachez que si vous êtes dans ce cas-là, nous, on en tient compte et ce sont des dossiers qu'on traite en priorité, mais on ne peut pas vous assurer qu'il y aura pas de carence. Et donc pour poursuivre toujours sur, les notions de planning, qu'est-ce qui pourrait expliquer, Sarah, qu'il y aurait une urgence pour, une partie des clients à planifier le plus vite possible, l'audit? Alors, là, l'audit, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que même si vous faites votre audit de renouvellement, la date de fin de certificat, elle restera la même et si vous attendez le dernier moment, vous risquez de vous retrouver dans un embouteillage parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'obligation de certification, qui a été émise par le ministère du Travail il y a quelques années avait, une, date limite. Il fallait être certifié, au plus tard, fin 2020. Donc, ou fin 2020 ou fin 2021. Donc ça dépendait, ça a créé un appel d'air. On a eu énormément de demandes à la dernière minute pour effectuer des audits initiaux et ces audits initiaux et ben, ils arrivent tous en renouvellement au même moment et c'est en ce moment. Donc là, depuis, sur le dernier trimestre 2024, depuis le mois de septembre, il y a environ 300 à 400 audits par mois qui sont réalisés. Donc ça fait autant de dossiers à revoir, ça fait autant de dossiers à traiter et si vous souhaitez réaliser votre audit de renouvellement dans les meilleures conditions, le planifier au plus tôt, ne pas attendre la dernière minute, bah, c'est vous assurer d'avoir une date, d'avoir un auditeur disponible en fonction de vous, vos disponibilités aussi, pas avoir à chambouler tout votre agenda et de pouvoir, traiter et vous assurer que le dossier sera traité dans les meilleurs délais et qu'il n'y ait pas de risque de carence de certification ou de risque de laisser passer la date pour une raison X ou Y. Hem, donc c'est ça que nous on préconise, vraiment Mmh. anticiper le plus possible pour être le plus confortable possible et éviter les périodes où il y a le plus d'activité parce que, ben, ça peut être un risque pour la certification de votre organisme. En tout cas, en fonction des situations dans lesquelles vous pourrez retrouver, on a mis en place de nouvelles solutions pour, venir, en aide aux clients qui seraient dans des situations d'urgence, qui auraient manqué leur date ou qui auraient besoin de plus de confort sur la planification, de l'audit. Vous avez notamment, la mise en place d'un pass week-end, donc pour des, organismes certifiés qui souhaiteraient, réaliser l'audit le samedi ou le dimanche ou même les 2 en fonction de la durée, ce qui permettrait de, heu gagner du temps sur le temps de travail de la semaine, et pouvoir se rendre disponible le week-end. Également un pass report, alors là, je pense surtout en réaction à Marie qui nous a demandé si, elle a la possibilité de changer la date de l'audit de renouvellement, sans avoir à payer d'indemnité. Alors j'ai répondu que la demande va être traitée en fonction du motif de la replanification. En revanche, pour une replanification qui serait pour,
un motif hors cas de force majeure, vous avez la possibilité de prendre un pass report. Donc c'est, une solution qu'on propose aux organismes qui souhaitent, heu, être plus sereins sur, leur possibilité de replanifier un audit. Donc là, dans votre cas, avec la souscription à un pass report, vous pouvez, replanifier l'audit, le prochain audit qui est prévu, sans indemnité. Ensuite, vous avez, un pass urgence. Ça va concerner les organismes qui souhaitent planifier un audit à moins de 3 semaines de la date à laquelle ils ont demandé, l'audit. Si par exemple, je fais une demande aujourd'hui pour un audit, dans une semaine, là, il sera nécessaire d'avoir un pass urgence pour qu'on puisse traiter ce genre de situation. Vous avez également un audit de réactivation. Là, ce serait dans le cas où, vous avez dépassé les délais réglementaires dans le cadre d'une surveillance ou d'un renouvellement et on pourrait vous proposer un nouvel audit initial à moindre coût pour vous permettre de réengager le parcours de certification, sans avoir à dépenser la totalité du coût de l'audit initial. Et en plus de cela, vous avez d'autres options, donc un pass groupe et un pass Serenity pour les organismes qui souhaitent, avoir davantage de confort avec, une mise à disposition d'interlocuteurs dédiés, donc un chef auditeur en l'occurrence et un chargé de planning qui pourront, être davantage disponibles pour traiter les demandes, et traiter les revues plus rapidement pour assurer l'émission des certificats. Donc on enchaîne maintenant sur, la troisième partie de ce webinaire, donc comment faire pour effectuer la planification d'un audit de surveillance ou de renouvellement? Donc cela se résume en 3 étapes. Vous avez donc l'étape de la planification de l'audit en fonction des dates de validité de votre certificat. Depuis Noé, vous avez une notification qui apparaît depuis le tableau de bord, donc on va le voir en image par la suite. Une fois que la demande est faite, vous recevez une proposition de la part d'un chargé de planning qui va vous proposer une date par rapport aux disponibilités que vous avez renseignées. Vous acceptez la proposition, donc l'audit est validé, vous avez votre date et vous vous préparez afin de pouvoir démontrer la conformité de votre organisme par rapport au référentiel, donc avec succès, pour assurer soit le maintien ou le renouvellement de la certification. Alors pour, les organismes qui ne sont pas certifiés chez ICPF, qui souhaitent, nous rejoindre, il y a une étape intermédiaire qui vient en amont de ces 3 étapes que je viens d'aborder, qui correspond à une demande de transfert de certification. On a eu une question d'ailleurs, Mmh. que je n'ai pas sous les yeux, mais que j'ai vu passer. Voilà une question de Sabrina, qui demande si, en ayant réalisé un audit de surveillance avec un autre organisme certificateur, elle a la possibilité de faire le renouvellement avec un autre. Donc la réponse est oui. Pour cela, il faut d'abord faire une demande de transfert, donc via Noé. Donc ça passe par un formulaire dans lequel on récupère, notamment le certificat actuel. Ensuite, c'est la direction technique qui va s'assurer, de la reprise du certificat et une fois que le certificat est repris, vous avez un accès à Noé, comme un certifié ICPF et vous pourrez faire votre parcours avec la planification de la surveillance ou du renouvellement. Donc je l'ai indiqué tout à l'heure, pour planifier, soit votre surveillance ou votre renouvellement, vous devez vous connecter à votre compte Noé. Donc c'est, à cet endroit que vous trouvez le tableau de bord et cliquer sur la notification que vous avez en haut de l'écran, donc l'encart, où vous retrouvez audit de renouvellement et cliquez sur planifier l'audit. Ensuite, vous entrez donc dans le formulaire pour obtenir, votre date et Sarah, je te laisse rentrer davantage dans les détails sur les informations qu'il faut renseigner à ce niveau-là. Alors, quand vous arrivez sur le formulaire, vous arrivez sur, sur cette slide. Pardon, où on va vous demander des informations concernant la certification active actuellement et concernant également les modifications qu'il y aurait pu avoir, dans l'organisme de formation depuis le dernier audit. C'est pas parce qu'on est certifié Qualiopi ou toute autre certification qualité que, l'organisme n'a pas le droit de vivre, n'a pas le droit d'évoluer et par conséquent, toutes les évolutions qui ont lieu au sein de l'organisme, bah, vont être prises en compte aux audits suivants. Donc là, on va vous demander de déclarer les changements depuis l'audit de surveillance, donc notamment en termes de catégorie d'action.
Par exemple, vous pourriez très bien, être certifié sur, 3 catégories ou 4 catégories et puis décider que, bah, il y a une de ces catégories que vous ne souhaitez plus réaliser parce que vous n'avez pas de demande, parce que vous ne souhaitez plus effectuer cette activité. Bah, vous pouvez le déclarer lors de l'audit de surveillance, lors de la demande de l'audit de surveillance ou de renouvellement. Vous déclarez que vous ne souhaitez plus effectuer cette activité-là et automatiquement, ça va réduire votre champ d'audit. On ne va pas l'auditer parce qu'on ne le fera plus apparaître sur votre certificat. Donc ça, c'est une possibilité. Il peut y avoir aussi un changement d'adresse, par exemple, un déménagement. Vous pouvez le déclarer à ce moment-là. Tout changement qui aurait pu avoir lieu pendant la période entre l'audit initial et de surveillance ou l'audit de surveillance et de renouvellement. Ensuite, on vous demande de fournir des documents aussi, comme pour l'audit initial, il y a des documents à fournir. Ces documents, ça va être le bilan pédagogique et financier, donc le dernier bilan pédagogique et financier déclaré que vous devez nous fournir parce que ça nous permet de calculer la durée de l'audit. Donc nous, on est obligé de s'appuyer sur ce document-là pour calculer la durée de l'audit de surveillance ou de renouvellement. Et puis également, un autre document qui est obligatoire, qui est l'organigramme. Donc là, pareil, vous nous fournissez un organigramme, même si la structure est à taille humaine avec une personne, 2 personnes, il faut quand même un organigramme qui spécifie qui fait quoi dans l'organisme. Donc ça, vous le joignez également dans votre demande avec le troisième renseignement qui est obligatoire qu'on vous demande de nous fournir, qui va être la description de l'activité. C'est-à-dire qu'on va vous poser des questions. Est-ce que vous faites des formations à distance, par exemple? Est-ce que vous faites des formations en alternance? Est-ce que vous faites des formations certifiantes? Est-ce que vous êtes vous-même sous-traitant? Vous faites appel à la sous-traitance? Et tout ça, ça permet de déterminer quels sont les indicateurs qui vont être audités, puisqu'en fonction de vos réponses à ces questions, eh bien, il y a certains indicateurs qui vont être applicables ou pas. Donc, c'est toutes les informations qu'il faut nous donner lors de votre demande, le bilan pédagogique, l'organigramme et répondre à ces questions-là. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez indiquer à quel créneau vous souhaitez effectuer votre audit de surveillance ou de renouvellement et le service planning chez ICPF va en tenir compte pour vous proposer des dates qui vont rentrer dans votre créneau. Donc, vous pouvez indiquer un créneau d'une semaine ou un créneau de 1 mois comme vous le souhaitez. Vous avez même un champ commentaire pour dire, bah, voilà, moi dans mon créneau, je mets tout le mois de mars. Par contre, sur le mois de mars, je ne suis pas disponible les 16 et les 18. Eh bien, les dates d'audit qu'on va vous proposer vont être sur le mois de mars, mais pas le 16 ni le 18. Et on retrouve aussi, la possibilité de choisir la localisation de l'audit. Alors dans certains cas, il me semble que ça, on n'a pas le choix en fonction des Alors, sites sur lesquels l'auditeur doit intervenir. Mais si vous avez la possibilité de le choisir, ce sera soit dans vos locaux mmh. ou alors dans les nôtres. On est, situé à Levallois et on a du très bon café, c'est souligné par de nombreux clients, donc c'est pour ça que j'en parle. Oui, en effet et on en parle un petit peu plus loin. Ça correspond à une question, que j'ai vue passer sur le chat également. Donc je rentrerai plus dans le détail, un petit peu plus loin, mais il est possible de choisir d'effectuer l'audit à distance ou sur place uniquement pour l'audit de surveillance et uniquement dans certains cas. L'audit de renouvellement, l'audit initial est effectué obligatoirement, en face à face, donc soit dans vos locaux, soit dans nos locaux en fonction des situations, mais on y reviendra. Mmh. Et ensuite, au moment de finaliser votre demande sur la plateforme Noé, donc vous avez rempli vos documents, vous avez choisi votre créneau d'audit et là, Noé va vous proposer des options comme, l'option élaboration, par exemple. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette option, c'est une possibilité que ICPF vous donne pour préparer votre audit. Donc c'est-à-dire que sur la plateforme Noé, vous aurez un dossier dans lequel vous allez pouvoir charger des documents, compléter des champs en texte libre, par exemple pour vous mettre vos notes en disant: «Bah, voilà, le jour de l'audit, il faut bien, sur cet indicateur que je pense à parler à l'auditeur de tel point ou de tel point». Pour vous donner un exemple concrètement, pour l'indicateur numéro 2 qui demande à publier des indicateurs de résultats,
Et ben, vous pouvez mettre, le lien direct vers votre site internet. Comme ça, vous le jour de l'audit, vous avez juste à cliquer dessus, ça s'affiche pour l'auditeur. Voilà, c'est pour vous simplifier la vie et s'il y a plusieurs personnes dans la structure qui ont en charge la gestion du dossier de certification Calliope, bah, c'est un espace qui va être partagé avec toutes ces personnes-là et il n'y aura pas de perte d'informations, c'est sauvegardé automatiquement et ça vous permet d'avoir une continuité dans votre gestion de dossier. C'est votre espace et vous pouvez, le garder tout au long du cycle de certification. Une fois que vous avez complété tout ça, eh bien, l'ensemble du formulaire est envoyé à ICPF et là, le service planning prend le relais pour vous faire une proposition d'audit de surveillance ou de renouvellement en fonction des informations que vous avez remplies. Vous allez recevoir, c'est ce que Thomas vous a présenté tout à l'heure, vous allez recevoir une proposition dans laquelle on va récapituler la durée de l'audit, on va récapituler les dates de l'audit qui vous sont proposées et cette proposition, vous avez juste à l'accepter et le montant à régler, vous voyez, là sur cette slide-là, une fois que vous avez, signé la proposition, on vous met le montant à régler et donc ce montant, comme je vous le disais tout à l'heure, l'audit, il est, financé par la redevance, l'audit de renouvellement de surveillance. Là, le montant qui va être affiché, ça va correspondre uniquement au montant des frais de déplacement en cas d'audit sur site. Donc les frais de déplacement pour l'auditeur et c'est uniquement ça que vous allez régler pour l'audit en question. Vous avez différents moyens de règlement qui vous sont, proposés et donc là, vous pouvez choisir régler directement sur la plateforme et ça valide automatiquement et définitivement la date d'audit. Le créneau vous est réservé et l'auditeur vous est réservé. On a également, enfin tu avais parlé de la partie élaboration, donc tu avais Oui. anticipé déjà ce Ah point. pardon. Bon c'est normal vu que c'était le contenu de la slide, mais une fois que l'audit est planifié, que la proposition est signée, comment, l'accès à l'élaboration est présenté pour commencer la préparation de l'audit? Alors, bah, quand vous allez vous connecter sur la plateforme Noé, sur votre tableau de bord, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une vision d'un tableau de bord. Et ben, vous allez avoir le, une info capsule qui vous dit que votre audit de renouvellement ou de surveillance est planifié et qui vous donne accès directement au dossier. Donc, en cliquant sur élaborer le dossier, vous allez rentrer voilà, dans votre dossier à vous le dossier de votre organisme et vous allez pouvoir retrouver le plan d'audit quand il est chargé par l'auditeur. Et après, vous allez retrouver tous les critères et tous les indicateurs applicables. Donc ça, c'est l'intérêt de cette option élaboration aussi, c'est que sur la plateforme Noé, vous allez avoir tous les indicateurs et tous les critères qui s'appliquent aux catégories d'actions pour lesquels l'audit est demandé. Par exemple, si vous êtes certifié pour les catégories actions de formation et bilan de compétences, eh bien, les indicateurs qui ne concernent que le CFA vont pas vous concerner, donc vous ne les verrez pas sur la plateforme. Et là, comme ça vous permet de préparer votre audit sur uniquement les indicateurs qui sont applicables pour l'audit à venir. Alors, on a 2 questions que je souhaite traiter, Sarah. Une Mmh. question de Karine. Nous avons effectué une demande d'audit de surveillance via la plateforme. Il apparaît maintenant une proposition à la date du 12 novembre. Cette proposition doit donc être validée et payée avant d'obtenir la date avec nos critères et pouvoir déposer les documents. Oui, tout à fait. Une fois que vous avez validé et payé, ça va vous bloquer la date d'audit. Tant que vous n'avez pas validé la proposition et payé les frais, de déplacement, le cas échéant, eh bien, votre date n'est pas assurée. Et donc pour assurer la date, il faut que vous validiez la proposition en la signant et que vous payiez le montant des frais de déplacement qui vous est demandé. Et là, une fois que ça, ce sera fait, l'audit est validé et là, vous pourrez accéder à la plateforme et préparer votre audit en remplissant cette partie-là, si vous avez l'option élaboration.
Une question de Marie: «Je n'ai réalisé que 2 formations certifiées, Qualiopi cette année. Est-ce que cela pose problème?» Alors je tiens à réagir déjà avant que tu donnes ta réponse, Sarah. Ce n'est pas les formations qui sont certifiées Qualiopi, c'est l'organisme. Donc ça, c'est une information à bien garder en tête puisque, si vous êtes plutôt orienté sur, la conception de nouveaux parcours, de facto, la formation sera déjà intégrée dans un organisme certifié. Donc tu n'auras pas besoin de se poser la question: «Est-ce que ma formation est Qualiopi?» C'est l'organisme qui porte, la certification. Oui, exactement. C'est une vraie réponse, digne de la direction technique. Merci Thomas. Donc si vous avez réalisé des activités, eh bien, il y a même si vous en avez réalisé qu'1 ou que 2 depuis le dernier audit, eh ben, ce sont ces activités-là qui vont être vues, lors de l'audit. Parce que vous le savez, l'auditeur, il choisit des activités qu'il va regarder pendant l'audit. C'est ça les documents de preuve que vous allez fournir et donc l'auditeur, bah, il s'appuiera sur ce qui a été fait, tout simplement. Donc s'il y en a eu, 50 de fait, l'auditeur va pas regarder les 50, il va échantillonner, il va en prendre quelques-unes et s'il y en a eu 1 ou 2 de fait, bah, c'est celle-ci que l'auditeur regardera. Mais, le volume, à partir du moment où il y a des activités qui sont faites, le volume, l'auditeur s'adapte au volume. Alors j'ai vu passer plusieurs questions sur, des plans d'audit. Donc il y a une Mmh. question de la part de Tatiana sur ce sujet. Combien de temps avant la date d'audit, le plan d'audit est-il partagé par l'auditeur sur Noé? Alors généralement, les plans d'audit sont envoyés par les auditeurs 1 semaine avant, 10 jours avant, la date de l'audit. Des fois, ça peut être un peu avant et des fois, ça peut être, un petit peu plus tard. Ça dépend aussi de la planification. On n'a pas de délai fixe parce que, bah, il y a des clients qui ont besoin d'un audit en urgence et donc, bah, si on planifie un audit, 2 jours avant la date, bah, l'auditeur ne va envoyer le plan d'audit que 2 jours avant. Mais généralement, en moyenne, c'est 1 semaine, 10 jours. Alors je vois des questions aussi sur les indicateurs référentiels, on les abordera un peu Mmh. plus tard, enfin ça va ne pas tarder puisque ce sera dans les prochaines slides. Mais j'ai une autre question qui vient d'arriver, une question de Audrey. Avons-nous les mêmes auditeurs à chaque audit? Alors, c'est possible, mais c'est pas obligatoire et c'est pas automatique. Ça va dépendre de l'audit précédent qui a été fait. Par exemple, si vous êtes, on va dire, si vous êtes basé en Vendée, vous avez fait votre audit initial, sur place dans vos locaux avec un auditeur, bah, vendéen qui était pas très, très loin de chez vous. L'audit de surveillance, vous souhaitez le faire à distance, bah, potentiellement, ça peut être un auditeur qui est basé partout en France. Donc c'est pas forcément le même auditeur. Ça va dépendre des disponibilités de l'auditeur et puis des créneaux que vous allez demander. Peut-être que le créneau d'audit que vous souhaitez, bah, l'auditeur que vous avez eu la dernière fois n'était pas disponible. Bah, on préfère vous proposer une date dans les créneaux qui vous arrangent plutôt que, de vous proposer une date qui vous arrangerait pas, mais avec le même auditeur. Ça, c'est à discuter. Vous pouvez faire la demande sur le service client lorsque vous planifiez votre audit ou dans le champ commentaire de votre demande. Vous pouvez effectuer la demande pour avoir le même auditeur. On en tient compte dans la mesure du possible, bien entendu. Et une réaction de Frédéric par rapport au plan d'audit qui, indique que selon lui, une semaine, c'est un peu court pour recevoir le plan d'audit. Mmh. Alors c'est vrai que j'ai déjà vu ce genre de remarque plusieurs fois, et je sais que François a déjà animé ce webinaire et selon lui, il n'y a pas de grosse attente à avoir à la réception d'un plan d'audit. Est-ce que je peux avoir ton avis, Sarah, sur le sujet? Tout à fait, je vais rejoindre, l'avis de François. Le plan d'audit, c'est un document formel qu'on va vous envoyer, dans lequel il va y avoir, en fait, le déroulé de l'audit, jour par jour ou heure par heure. Toutefois, ça reste à titre indicatif. La Pour prendre un exemple, la grande majorité des audits, par exemple, de renouvellement vont se dérouler sur une journée. Bah, vous aurez le déroulé de l'audit de renouvellement sur une journée qui vous dit: «On commence à 9:00, de 10:50 à 11:00, on va faire une pause et puis ensuite la pause déjeuner, ce sera de telle heure à telle heure» et cetera. Vous aurez aussi les indicateurs qui vont être audités, que vous allez retrouver dans le plan d'audit, mais les indicateurs qui vont être audités, c'est tous ceux qui vont concerner votre catégorie d'action. Donc à partir
partir du moment où vous préparez votre audit avec le guide de lecture du référentiel national qualité, ben, ces indicateurs, vous les connaissez, puis c'est les mêmes que l'audit précédent. Donc, il n'y a pas eu de changement significatif sur les indicateurs applicables ou non depuis plus d'un an. Et par conséquent, si vous êtes en audit de renouvellement, bah, ce sera les mêmes que l'audit initial. Et si vous êtes en audit de surveillance, ils peuvent être un petit peu différents, mais au pire, ce sera moins. Et donc, si vous préparez plus, c'est pas très grave, mais normalement, pas de mauvaise surprise. Mais on va détailler les indicateurs après. Merci Sarah pour ta réponse et d'ailleurs pour, reprendre au niveau du parcours, avant de passer aux indicateurs, heu, alors on m'indique qu'on m'entend pas mais je suis pourtant j'ai le son qui est activé. Ah, alors, il semblerait que Thomas ait perdu sa connexion, c'est ça? Ah, Hem, donc, est-ce que Thomas, tu arrives à te reconnecter? beh, c'est je suis connecté. Puis apparemment on m'entend. Je vois dans le chat qu'on m'entend. Bah, je vais continuer, bah, écoutez, faites-moi savoir si, il y a un problème de son de votre côté. En tout cas, je vois que dans le chat, vous m'indiquez que Oui, vous apparemment, m'entendez. les gens dans le chat disent qu'on t'entend, donc OK, bah, je vais continuer dans ce cas. Donc Sarah, pour poursuivre le parcours, donc on a parlé des indicateurs qui vont suivre, mais déjà, comment se déroule l'audit? Et aussi un point sur le sujet des non-conformités. alors l'audit, qu'il soit de renouvellement ou de surveillance, va se dérouler de la même façon que l'audit initial. C'est-à-dire que pour chacun des indicateurs applicables aux catégories d'actions, concernées, vous allez devoir démontrer la conformité au référentiel national qualité, donc à chacun des indicateurs et au niveau attendu. Et pour démontrer cette conformité, vous allez vous appuyer sur des preuves. Et donc ces preuves, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des documents qui sont générés automatiquement quand vous effectuez des actions de formation. Et donc, c'est sur les actions de formation que vous avez faites entre les 2 audits que vous allez pouvoir utiliser ces preuves pour les montrer à l'auditeur le jour de l'audit. Donc concrètement, comme à l'audit initial, pour chacun des indicateurs, vous faites comprendre à l'auditeur la façon dont vous êtes organisé et vous prouvez que vous appliquez bien cette organisation en présentant des documents qui sont des documents de preuve. C'est ça que l'auditeur enregistre. Ça vous donne le contenu de votre rapport, donc les documents de preuve vus et les constats, et ça permet de statuer sur la conformité ou éventuellement la non-conformité. S'il y a des non-conformités, à l'issue de l'audit, vous allez recevoir le rapport d'audit formel à travers la plateforme Noé. Et à réception du rapport d'audit, vous avez un délai pour traiter les non-conformités. Donc, en fonction de la nature de la non-conformité, le délai peut être différent. Pour les non-conformités majeures, c'est-à-dire les non-conformités qui ont un impact sur la qualité de la prestation, le délai pour les traiter est de 3 mois. Donc, vous avez 3 mois à l'issue de l'audit pour envoyer des preuves qui attestent que la non-conformité qui a été relevée est résolue. Donc ça, c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, les non-conformités mineures. Donc là, une non-conformité mineure, c'est une non-conformité qui n'a pas d'impact direct sur la qualité des prestations proposées. Dans ce cas-là, c'est plus léger. Vous avez 1 mois pour envoyer un plan d'action. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer des preuves. Vous envoyez un plan d'action qui va dire, bah voilà, pour traiter la non-conformité sur ce point-là, moi, je prévois de mettre ça en place au sein de l'organisme de formation et je le prévois dans tel délai. Donc ça, c'est du déclaratif, c'est uniquement de la déclaration, mais vu que la non-conformité est mineure, ça suffit à ICPF pour pouvoir attester qu'elle a été traitée et prise en compte par l'organisme. Vous envoyez ce plan d'action dans 1 mois, sous 1 mois, et après, vous mettrez en place, en fonction des délais que vous avez déterminés, vous mettrez en place les actions que vous avez décidées. Et puis, il y a un troisième type de non-conformité. Donc ça, c'est une non-conformité particulière, c'est sur l'usage des marques. Vous le savez, à partir du moment où vous êtes certifié, vous avez le droit d'utiliser la marque Calliope, qui est une marque déposée par le ministère du Travail. Mais toute marque déposée a des règlements
d'usage. Et donc là, en tant qu'organisme certifié, pour utiliser le logo Calliope et la marque Calliope, vous devez respecter le règlement d'usage qui est déterminé par le ministère. Et si vous ne le respectez pas, l'auditeur Calliope doit signifier une non-conformité. C'est une non-conformité de type majeur. Mais par contre, le délai de traitement pour cette non-conformité-là, il est de 30 jours. Donc, ce n'est pas comme les autres non-conformités majeures où vous avez 3 mois. Là, c'est 30 jours. Et par contre, même principe, vous avez 30 jours pour envoyer via la plateforme Noé des preuves de remise en conformité de l'usage de la marque. Dès que ces preuves sont reçues, elles sont analysées par l'auditeur et l'auditeur, au regard de l'analyse, peut lever la non-conformité qui a été détectée. Donc, 3 délais: 3 mois pour les non-conformités majeures, 1 mois pour les non-conformités mineures et 30 jours pour les non-conformités sur l'usage de la marque. Dans tous les cas, les preuves que vous les envoyez via la plateforme Noé vous avez une partie pour charger les documents et une partie commentaires pour ajouter des commentaires à destination de l'auditeur pour qu'il comprenne bien ou pour contextualiser la preuve envoyée. Et tout ça, vous le faites en asynchrone via la plateforme Noé. Alors pour, constater, l'écart entre, enfin pour ces non-conformités, on a forcément des, indicateurs en place. On va voir, les évolutions, en tout cas les focus qui sont effectués lors de ces, audits de surveillance et renouvellement. Donc comment est-ce qu'on peut résumer, Sarah, ce qu'on voit lors de ce type d'audit? Alors, les points particuliers lors des audits de surveillance et de renouvellement, ça va être les non-conformités identifiées à l'audit précédent. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, pour une non-conformité mineure, vous envoyez uniquement un plan d'action, pas des preuves. Pardon. Eh bien, lors de l'audit suivant, l'auditeur va regarder si le plan d'action a bien été mis en œuvre. On vous a fait confiance. On a dit, bah, avec ce plan d'action-là, ça va traiter. Je vais peut-être prendre la suite, sur cette partie-là. Donc, sur, la réalisation des audits de surveillance et de renouvellement, ce qui est fait par l'auditeur, c'est de s'assurer que les éventuelles non-conformités précédentes ont bien été, traitées et donc là, il va avoir une attention plus particulière portée sur, les potentiels écarts qui ont pu être constatés. Donc il va se baser sur, les précédents rapports d'audit pour identifier, là où il va devoir être davantage vigilant. Au-delà de cela, vous retrouvez, l'assurance de l'utilisation conforme de la marque, des marques, puisqu'on n'a pas seulement Calliope, on a également, ICPF et le COFRAC, puisque au travers de l'utilisation de la marque Calliope, on peut utiliser des bandeaux, qui sont mis à disposition, sur laquelle on va retrouver d'autres marques. Donc pour cela, vous avez, un rappel essentiel, c'est que la marque Calliope s'utilise uniquement sur des communications générales, à savoir sur l'organisme dans sa généralité et pas sur une action de formation. On a pu tout à l'heure voir, c'est cette erreur qui a été faite de dire que ma formation est Calliope, c'est pas la formation, c'est l'organisme et lorsque vous communiquez sur la certification, c'est ce qu'il faut faire comprendre. Donc vous retrouvez les référentiels associés avec notamment le kit de communication, et une nouveauté qu'on a mis en place, je crois il y a 2 ou 3 semaines sur Noé, c'est heu, on a mis à disposition des bandeaux de marque Calliope, préfaits en fonction de votre périmètre de certification. Donc lorsque vous accédez à cet espace de de logos depuis votre espace, Noé, vous avez, des logos disponibles en fonction du nombre de catégories d'actions et des catégories d'actions qui sont, présentes dans votre périmètre. Alors Sarah, si tu as retrouvé ta voix, je te laisse, Oui, reprendre pardon. la suite. Alors, en ce qui concerne une obligation aussi qui est vérifiée systématiquement lors des audits de surveillance et de renouvellement, c'est une obligation qui est apparue l'année dernière et qui concerne l'obligation d'affichage du certificat. Donc, le certificat Calliope de l'organisme doit être affiché dans les locaux et sur le site internet de l'organisme. Si vous n'avez pas de locaux ou pas de site internet, c'est possible, hein, il n'y a pas d'obligation, vous devez le diffuser à la demande.
Donc là, lors de l'audit, l'auditeur va vérifier que le certificat est bien affiché dans les locaux, est bien affiché sur le site internet et ou que vous répondez bien aux demandes de transmission du certificat lorsque vous avez une demande, d'un prospect ou d'un client. Alors, je vois une question de Geneviève qui demande si on peut apporter des exemples concrets. J'imagine que ça concerne le premier point, donc concernant une non-conformité identifiée lors d'un précédent audit. Est-ce qu'on a un exemple, Sarah, à donner? Alors par exemple, sur l'indicateur 2, l'auditeur a la possibilité, de signifier une non-conformité mineure pour, indiquer que les indicateurs de performance qui sont diffusés par l'organisme sont insuffisamment détaillés. Alors admettons, à l'audit initial, l'auditeur a signifié cette non-conformité et l'organisme envoyer un plan d'action en disant: «Eh bien, je vais plus détailler mes indicateurs en spécifiant les années, en spécifiant le type de formation pour chacun des indicateurs que je diffuse. Je vais le faire sous 3 mois». L'auditeur va valider ce plan d'action, il ne valide que le plan d'action, il fait confiance à l'organisme. Eh bien, lors de l'audit de surveillance ou de l'audit de renouvellement, il va aller regarder ces indicateurs pour vérifier que le détail qui était prévu à mettre en place à l'issue de l'audit précédent est bien effectif. Donc sur le site internet, par exemple, il va regarder si, il y a bien l'année, ou il y a bien le type de formation. C'est vraiment il va vérifier que ce que vous aviez prévu, vous l'avez bien fait, tout simplement. Et donc c'est ça qu'on dit, on vérifie les non-conformités identifiées à l'audit précédent. On les vérifie et on les lève. Dans le cas où ça n'aurait pas été fait, eh bien, l'auditeur va signifier une non-conformité majeure cette fois pour dire que, le plan d'action n'a pas été mis en œuvre ou qu'il n'y a pas de preuve de mise en œuvre du plan d'action et là, ce sera une non-conformité majeure que vous aurez à traiter dans les conditions qu'on a vues précédemment. Alors après avoir vu les points communs entre ces 2 audits, Sarah, quels sont les points de différenciation entre un audit de surveillance et un audit de renouvellement? Alors, il y a différents points qui diffèrent de ces 2 activités. Le premier, ça va être la durée. L'audit de surveillance et l'audit de renouvellement n'ont pas la même durée. L'audit de renouvellement va avoir à peu près la même durée que l'audit initial et l'audit de surveillance va avoir une durée moindre. Généralement, c'est la moitié. Donc là, on vous a affiché les durées minimum. Donc pour un audit de renouvellement, à minima, on aura 1 jour d'audit et pour un audit de surveillance, à minima, on aura une demi-journée d'audit. Mais ça va dépendre, comme je vous le disais précédemment, des documents que vous allez nous envoyer et notamment du chiffre d'affaires qui est affiché dans le bilan pédagogique et financier que vous fournissez. Je vous le disais, ça nous permet de calculer la durée, donc c'est ça. Mais là déjà, à retenir les différences, l'audit de surveillance est plus court que l'audit de renouvellement. Ensuite, la localisation. Pareil, je l'ai déjà évoqué précédemment. L'audit de renouvellement, il se fait forcément en présentiel. Donc, soit dans les locaux de l'organisme de formation, si l'organisme de formation dispose de locaux dans lesquels sont réalisées les formations, soit dans nos locaux. Comme le disait Thomas tout à l'heure, chez ICPF, on a des salles d'audit qui sont à disposition, qu'on vous met à disposition pour réaliser vos audits si vous n'avez pas de locaux dans votre organisme de formation. Et l'audit de surveillance, lui, il peut être fait donc soit en présentiel, soit à distance. La seule condition pour effectuer l'audit de surveillance à distance, c'est que l'audit initial ait bien été fait sur site, lui, en présentiel. Et si votre audit initial a été fait en présentiel, l'audit de surveillance peut tout à fait être fait à distance avec une solution de visio, que vous souhaitez, si vous en avez une préférée. Sinon, nous, on vous en propose une qui est Teams et ça peut être réalisé. Ça ne change pas la durée, ça ne change pas du tout le contenu de l'audit, c'est juste qu'il est fait à distance, ça vous évite de vous déplacer. Le troisième point, ça va être le périmètre. Donc le périmètre, ça veut dire qu'est-ce que l'auditeur va regarder lors de cet audit? L'auditeur, lors de l'audit de surveillance, il va regarder les actions qui ont été faites depuis l'audit initial et puis lors de l'audit de renouvellement, il va regarder les actions qui vont être faites depuis l'audit de surveillance.
En gros, à retenir, et ça c'est vrai pour tous les types d'audits, l'auditeur, il va regarder et échantillonner les actions qui ont été faites depuis l'audit précédent. Ensuite, ce qui va différencier aussi, ce sont les indicateurs qui vont être audités. Donc, l'audit de surveillance, il est plus léger que l'audit de renouvellement, il est plus court, donc on ne va pas regarder tous les indicateurs. Là, on vous a affiché la liste des indicateurs qui vont être audités. Alors, bien entendu, il faut qu'ils s'appliquent. Là, par exemple, dans la liste, vous voyez les indicateurs 3, 7 et 16. Si l'organisme de formation n'effectue pas de formation qui conduise à une certification professionnelle, ces indicateurs, ils vont pas être audités. Mais ça, ce sera vu le jour de l'audit. Et puis, il y a des indicateurs qu'on ne va pas regarder en audit de surveillance. Par exemple, les indicateurs 23, 24 et 25, qui sont les indicateurs de veille, on les voit en initial, on les voit en renouvellement, on ne les voit pas en surveillance. Et puis après, bien entendu, à cette liste qu'on vous affiche, il faut rajouter les indicateurs spécifiques à l'activité de formation CFA, par exemple, ou les indicateurs non, les indicateurs spécifiques au CFA uniquement. Il n'y a pas d'indicateur spécifique pour les autres catégories. Ensuite, ce qui va être différent aussi en termes d'indicateurs, c'est si l'audit initial a été fait en conditions aménagées. Donc là, pour rappel, l'audit initial, il peut être fait en conditions aménagées si au jour de la demande de l'audit initial, l'organisme est en mesure de prouver qu'il a déjà une certification inscrite sur la liste du CNEFOP. Et donc là, on ne va pas auditer lors de l'audit initial tous les indicateurs, mais par contre, du coup, on en rajoutera à l'audit de surveillance. Donc ça peut être le cas et notamment, on va rajouter les 6 indicateurs que vous voyez là à l'écran. Et puis une autre spécificité, si l'audit initial a été fait, alors que vous veniez de commencer votre activité. L'organisme venait d'être créé il y a moins d'1 an, vous aviez fait une activité de formation, pour obtenir votre numéro de déclaration d'activité, vous avez passé votre Calliope. Bah, vous avez été audité en tant que nouvel entrant. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé tous les indicateurs parce que bah, tous les indicateurs n'étaient pas applicables à ce moment-là. Vous veniez de commencer l'activité. Et ben, à l'audit de surveillance, par contre, on va les regarder. Donc là, les indicateurs que j'ai cités, par exemple, sur la veille tout à l'heure, eh bien, en surveillance, on va les regarder, on va les balayer, même si ils ont déjà été vus en initial en partie. Donc voilà, pour les indicateurs, il y a une différence parce que lors de l'audit de renouvellement, bah, les indicateurs qui vont être audités, c'est tous ceux qui concernent les catégories d'actions. Là, il y a pas d'indicateur qu'on saute ou qu'on allège. Et puis, une autre différence aussi, ça va être le prérequis. Donc, il est possible d'effectuer l'audit de surveillance s'il n'y a pas eu d'action effectuée entre l'audit initial et l'audit de surveillance. Admettons, vous avez fait votre audit initial et puis, ben, pour des raisons X ou Y, vous avez mis en stand-by cette activité de formation et par contre, vous voulez quand même maintenir, la certification Calliope parce que vous allez réactiver votre activité de formation. On peut quand même faire l'audit de surveillance. Dans ce cas-là, on va se baser sur les activités qui ont été faites précédemment, donc ça va être les mêmes choses que l'audit initial, et ça va nous permettre d'effectuer l'audit de surveillance. Par contre, à l'audit de renouvellement, cette fois-ci, il faudra que vous ayez fait au moins une action. Donc là, c'est pour ça qu'on a indiqué le prérequis à l'audit de renouvellement, avoir mis en œuvre à minima une action depuis l'audit initial, sur là où les catégories concernées, bien entendu. Si il n'y a pas eu d'action mise en place, le renouvellement de la certification ne pourra pas être effectué, que ce soit sur une catégorie d'action ou sur l'ensemble des catégories d'action, bien entendu. Alors en transition, pour, la slide suivante, parce qu'on va aborder le sujet, de
de la certification Qualiopi en cas de sous-traitance. Mmh. Donc on a 2 questions posées par, Béatrice. Alors j'en ai une sous les yeux, j'ai perdu l'autre, mais je vais Il y a une ah voilà, question de l'or aussi. OK, bon, je pense qu'on va traiter les 3. Alors, une première remarque de Béatrice: «Je suis surtout appelé en sous-traitance. Certains indicateurs ne sont pas pris en compte, je crois, avec pour info année de surveillance, nouvel entrant le mois prochain». Et l'autre question, enfin la question que j'ai à côté: «Je n'ai effectué que des formations en sous-traitance. Dois-je rentrer les missions, par donneur d'ordre?» Donc j'affiche la slide suivante déjà, pour que tu puisses, apporter des Alors, réponses, Sarah. ouais, ça c'est une nouveauté, de la dernière version du référentiel national qualité, la version 9, qui prend en compte la sous-traitance. Jusqu'à présent, sur les 8 versions précédentes, il n'en parlait absolument pas. Donc chaque certificateur a dû déterminer la façon d'auditer la sous-traitance. Est-ce qu'on la prend ou pas? Est-ce qu'on l'audite ou pas? Ça posait des problèmes quand il y avait que ça, et cetera. Donc là, la dernière version du référentiel national qualité la prend en compte et pour certains indicateurs, ils ont mis en place des points spécifiques que vous retrouvez dans le document en encadré bleu, comme on le voit là sur la slide, et qui sont des exigences particulières pour la sous-traitance. Et donc, ça nous permet d'aménager pour les actions effectuées en sous-traitance certains indicateurs. Et donc, concrètement, alors je parlerai des indicateurs après. Concrètement, ça veut dire que si vous effectuez des actions en tant que sous-traitant, pour, un autre organisme de formation, bah, lors de l'audit, on va vous demander les contrats. C'est une des questions qu'on vous pose, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la présentation de la demande. Dans toutes les questions qu'on vous pose, il y a: «Est-ce que vous effectuez des actions en sous-traitance pour d'autres organismes?» Donc là, si vous devez cocher «oui» dans ces cas-là et lors de l'audit, on va vous demander le contrat de sous-traitance et c'est avec ce contrat de sous-traitance qu'on va pouvoir appliquer ces obligations particulières sur les indicateurs et on va pouvoir aménager l'audit comme ça. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement, la sous-traitance pour ces indicateurs? Eh bien, déjà, il y a 3 indicateurs, donc tout un critère. Le critère numéro 1, ils ne vont pas être vus. Les indicateurs 1, 2 et 3 ne seront pas audités parce qu'il est marqué dans le référentiel national qualité que lorsque la prestation, échantillonnée est en sous-traitance pour un autre organisme de formation, bah, les obligations du référentiel national qualité doivent être, supportées par le donneur d'ordre et pas par le sous-traitant. Donc là, déjà, ces indicateurs-là, l'auditeur ne les auditera pas. Et ensuite, les indicateurs suivants, donc 7, 9, 13, 16 et 28, vont être audités en fonction du type de mission confiée. C'est pour ça qu'on vous demande le contrat de sous-traitance, parce que dans le contrat de sous-traitance, ça va être spécifié. Est-ce que le sous-traitant doit effectuer l'analyse du besoin? Est-ce que le sous-traitant doit effectuer l'information aux stagiaires? Etc. Et en fonction de ce qui est indiqué dans le contrat, ben, soit l'indicateur va être audité, parce que c'est au sous-traitant de le faire, c'est marqué dans le contrat, soit l'indicateur ne sera pas audité parce que c'est au donneur d'ordre de le faire et c'est marqué dans le contrat, tout simplement. Ça va permettre à l'auditeur d'auditer ou pas certains indicateurs. Et puis, il y a des conditions spécifiques qui vont être appliquées à certains indicateurs aussi, le 5, le 26 et le 30. Par exemple, pour le 30, eh bien, cet indicateur nous dit que l'organisme de formation doit recueillir la satisfaction des différentes parties prenantes. Donc, les différentes parties prenantes, ça va être les stagiaires, ça va être les financeurs, ça va être les commanditaires, ça va être l'équipe pédagogique, et cetera. Et ben, en sous-traitance, l'obligation, elle est réduite et l'organisme de formation ne doit recueillir la satisfaction que des stagiaires et du donneur d'ordre, uniquement. Donc c'est ça les conditions spécifiques, les aménagements, par exemple, que je peux citer sur ces indicateurs-là. Alors, on trouve aussi, le sujet des obligations spécifiques en fonction, de l'activité de l'organisme. Quelles sont les situations dans lesquelles l'organisme va devoir, démontrer qu'il est conforme à certains indicateurs? Alors c'est les situations qu'on voit affichées à l'écran. Il y en a 3, donc en plus de la sous-traitance qu'on vient voir.
qu'on vient de voir, pardon, ça va être si l'organisme, hem, délivre des prestations qui conduisent à une certification, donc soit inscrite au RS, le répertoire spécifique, soit inscrite au RNCP. Là, il y a des indicateurs pour lesquels il y a des obligations supplémentaires, à four à pour lesquels il faut démontrer la conformité. Donc l'indicateur 1 notamment, où, bah, dans votre communication, vous devez indiquer le code RNCP ou RS, le nom du certificateur, la date d'enregistrement de la certification. Sur l'indicateur 5 également, sur l'indicateur 6 et sur l'indicateur 8. Tout ça est libellé, donc là vous le voyez sur la slide, c'est libellé dans le référentiel national qualité. Donc si votre organisme de formation délivre des formations qui conduisent à une certification inscrite au RS ou RNCP, pensez à bien prendre en compte ces obligations spécifiques qui sont signifiées pour chacun des indicateurs. L'autre situation aussi, c'est en cas d'accueil de personnes en situation de handicap. Donc là, on l'a vu avec la dernière version du référentiel national qualité, la version 9, un accent a été mis sur le handicap et sur l'accueil des personnes en situation de handicap, et notamment un point particulier pour renforcer leur accueil et leur prise en charge dans l'organisme de formation sur l'indicateur 6, dans la conception et la mise en œuvre des prestations, ou en cas d'accueil de personnes en situation de handicap, il faut pouvoir prouver qu'on tient compte de leur accueil dans la conception et dans la mise en œuvre des prestations. Et puis le 3e et dernier point, c'est les formations qui sont effectuées à distance. Il y a une nouvelle obligation spécifique qui est apparue aussi sur l'indicateur 19 qui dit que l'organisme de formation, lorsqu'il y a des actions de formation qui sont faites à distance, il doit proposer une assistance technique et pédagogique pour aider le bénéficiaire dans ce parcours de formation à distance. Alors pour poursuivre le sujet des évolutions, Sarah, on a une question qui a été posée par, Lilian, il y a déjà, 30 minutes, mais j'attendais qu'on arrive au bon moment pour pouvoir la présenter. Donc quelles sont les nouveautés de la dernière version de Calliope par rapport à la précédente? Donc ça permet aussi de pouvoir illustrer une partie de cette nouvelle slide. Bah, là, on vient d'en voir, 4, enfin 4 thèmes, de nouveautés. C'est, la sous-traitance qui est pris en compte, l'accueil de personnes en situation de handicap, les formations à distance et c'est des aménagements sur les nouveautés plutôt que des nouveautés, sur les prestations, inscrites au RS ou au RNCP. Et en plus de ça, il va y avoir des nouveautés, notamment sur les indicateurs de veille que je citais tout à l'heure, 23, 24, 25. Avant, sur les versions précédentes, il y avait systématiquement une non-conformité majeure, s'il n'y avait pas d'exploitation de la veille. Bah, là, ça a été allégé. Si l'organisme n'est pas en mesure de démontrer l'exploitation de la veille, eh bien, l'auditeur a la possibilité de signifier une non-conformité mineure et plus forcément majeure. Donc ça allège un petit peu le, l'audit et notamment le traitement des non-conformités, le cas échéant. Une autre nouveauté également, c'est sur l'indicateur 12. Alors l'indicateur 12, c'est, l'implication, des stagiaires. Qu'est-ce que l'organisme fait pour éviter, les ruptures de parcours, les décrochages, pour favoriser l'implication des stagiaires? Eh bien cet indicateur maintenant, il ne sera audité que pour les formations qui durent 2 jours, qui durent plus de 2 jours. Donc si vous ne faites que des formations courtes sur une journée ou sur 2 jours maximum, cet indicateur ne sera pas audité, tout simplement. Et puis, plutôt des aménagements que des nouveautés. Les niveaux attendus, vous savez, dans le référentiel national qualité, on a l'indicateur et puis la case d'à côté, c'est niveau attendu. Bah, certains niveaux attendus ont été reformulés pour être plus compréhensibles, j'ai envie de dire, ou pour expliciter un petit peu mieux l'indicateur en lui-même. Voilà, et avant, dans chaque indicateur, vous aviez une partie définition qui notamment, il y en avait beaucoup sur l'indicateur 1, ça définissait les formations certifiantes, par exemple, ou les délais d'accès. Ça, c'est des définitions, dont on a souvent besoin. Et bien, ces définitions, maintenant, elles sont plus dans les indicateurs, elles ont toutes été regroupées à la fin du référentiel national qualité et elles ont été complétées également et précisées pour certaines.
Alors, on va aborder la fin du webinaire dans quelques instants. On aura tout de même bien sûr la séance de questions-réponses. Et avant de passer à la conclusion, donc un rappel sur l'option élaboration et un article que nous avons rédigé récemment sur la préparation de différents audits. Donc, article rédigé par Gladys, une des auditrices salariées de ICPF, dans laquelle a été conçu un tableau pour vous permettre d'identifier les indicateurs à préparer en fonction de votre périmètre et aussi de l'activité de l'organisme, afin de savoir quoi préparer depuis la plateforme Noé ou en fonction de l'activité. Donc il a été partagé par Lucas à l'instant. Hem, Au-delà de ce tableau, vous avez la possibilité de retrouver automatiquement cette préparation, on va dire, des indicateurs à préparer depuis la plateforme Noé, puisqu'en effet, lorsque vous souscrivez à cette option, seuls les indicateurs audités seront présentés dans la plateforme. Vous pourrez aussi avoir accès à différents bénéfices comme les a présentés Sarah déjà, donc notamment avec une sauvegarde automatique entre les différentes séances de travail, un accès partagé avec d'autres collègues que vous avez s'il y a plusieurs personnes en charge de la démarche qualité, et aussi un gain de temps puisque lorsque vous serez en audit, vous aurez directement vos éléments de preuve et votre argumentation qui sera accessible depuis l'option. Donc on a terminé, avec Sarah sur la présentation de ces différentes slides. Donc pour conclure sur, l'audit de surveillance et de renouvellement, 3 points. C'est que vous entrez donc le premier point, c'est que vous entrez dans le cycle, de la surveillance et du renouvellement une fois, l'obtention du certificat, prononcé par ICPF, donc une fois que le certificat est disponible sur Noé, et que ce parcours va être rythmé environ tous les ans et demi par un audit, donc soit de surveillance ou de renouvellement pour rester, actif dans le parcours Qualiopi. Le deuxième point, c'est que lors de ces audits, il y aura une attention particulière qui sera portée sur les présentes non-conformités, s'il y en a eu, l'usage des marques et les évolutions que vous avez pu observer au fur et à mesure de votre activité. Le troisième point, donc, c'est que l'audit se planifie depuis la plateforme Noé en fonction de la date d'obtention du certificat initial, donc à partir du 8e mois si vous êtes dans le cadre d'une surveillance, ou à partir du 25e mois si vous êtes dans le cadre d'un audit de renouvellement. Donc je vous invite à effectuer votre planification dès maintenant si vous êtes concerné par l'une de ces 2 étapes, afin de ne pas manquer ces délais qui sont réglementaires et sur lesquels on ne pourra pas revenir par la suite. Donc en ce qui concerne la séance de questions-réponses, je vais pouvoir y rentrer après avoir fait quelques rappels. Donc, pour information, vous allez recevoir à la suite de la présentation un questionnaire de satisfaction dans lequel vous avez accès après les questions à 2 éléments. Le premier, c'est le support de présentation en format PDF, et le deuxième, c'est un accès au replay de la présentation, donc en haute définition. Donc pour ce faire, vous avez à compléter donc le questionnaire, et je vous invite à bien lire toutes les informations que vous avez à la fin du questionnaire, puisque si vous cliquez sur l'un des liens, vous allez être renvoyé directement vers soit la présentation ou le replay, et vous aurez à compléter une seconde fois le questionnaire si jamais vous voulez revenir avec ces liens. Donc je vous invite à les copier-coller ou ouvrir les liens de manière séparée dans d'autres onglets pour ne pas avoir à faire la démarche plusieurs fois. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans la démarche, donc planifier un audit soit de surveillance, de renouvellement, ou nous rejoindre avec un transfert de certification, cela se passe directement depuis la plateforme Noé avec la demande correspondante, et nous restons aussi disponibles au travers du service client pour répondre à vos interrogations. Alors on a terminé donc sur ces rappels, on va pouvoir maintenant passer aux questions qui n'ont pas encore été traitées. Alors, je vois une question de Marie, je vais les prendre dans l'ordre. Concernant le handicap, faut-il y avoir un référent si nous ne sommes pas CFA? Alors ça, c'est une obligation particulière pour les CFA, en effet, qui doivent nommer un référent handicap, et de mémoire un référent mobilité également. Pour un organisme de formation qui ne serait pas CFA, ça n'est pas une obligation formelle.
Toutefois, l'organisme de formation doit démontrer qu'il a des mesures prévues pour l'accueil de personnes en situation de handicap. Question de Marie pour l'audit de renouvellement. Vous avez indiqué que tous les indicateurs sont à évaluer. Or, si par exemple je ne suis pas CFA et que je ne fais pas de sous-traitance, pourquoi serais-je évalué sur ces indicateurs? Alors, quand on dit tous les indicateurs sont évalués, c'est bien entendu à pondérer, c'est tous les indicateurs qui concernent les catégories d'actions demandées à la certification. Donc, si vous n'êtes pas CFA, eh bien, les indicateurs qui ne concernent que le CFA ne seront pas évalués. Par exemple, indicateurs 14 et 15 de mémoire vont concerner uniquement les CFA. Et donc là, si vous êtes certifié pour action de formation, VAE ou bilan de compétences, ces indicateurs ne seront pas audités, bien entendu. Question de l'organisme GESIA Formation. Mmh. Donc l'audit, alors je relis d'abord avant de la dire. Alors il y en a deux dans la même. Donc l'audit de renouvellement se fait-il obligatoirement en présentiel? Première question. Donc la réponse est oui. Et deuxième question, mon label Hyperia me permet-il d'alléger l'audit qui est aujourd'hui de 2 jours au vu du chiffre d'affaires qui est réalisé dans l'activité? Alors, le label Hyperia, c'est pas le label que je maîtrise le mieux. Hem, il va pas permettre d'alléger l'audit de surveillance ou de renouvellement. Ça, c'est sûr. C'est un label qui est différent et par conséquent, on ne peut pas le prendre en compte. On n'a pas de le le ministère du Travail ne nous a pas donné l'autorisation d'alléger les audits Qualiopi si tel ou tel label a été délivré en parallèle. C'est possible, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, uniquement pour les audits initiaux où on va faire des conditions aménagées si le label en question est inscrit sur la liste du CNEFOP. Mais pas pour les audits, ça n'est pas applicable pour les audits de surveillance et de renouvellement. Question de Benjamin, pour un organisme multisite, pardon, quelle est la durée pour un audit de renouvellement? Alors, les durées d'audit, vont, dépendre du chiffre d'affaires de l'organisme de formation. C'est pour ça qu'on vous demande le BPF quand vous faites votre demande. Vont dépendre également des catégories d'actions demandées et vont dépendre du nombre de sites. Donc là, je ne peux pas vous répondre formellement, mais pour un multisite, pour un organisme multisite, eh bien, ça va être pour un audit de renouvellement à minima 1 jour et demi. Et après, ça peut être plus en fonction du chiffre d'affaires, des catégories et du nombre de sites. Si vous voulez avoir une évaluation précise de la durée de l'audit de renouvellement de votre organisme, eh bien, je vous invite à faire la demande, soit d'audit de renouvellement sur la plateforme Noé si vous êtes déjà client ICPF, soit d'effectuer une demande de transfert sur la plateforme Noé si vous n'êtes pas client ICPF. Et là, au traitement de votre demande, vous allez recevoir une proposition commerciale, donc ça vous engage à rien, c'est une proposition commerciale. Et dans cette proposition, vous aurez la durée de l'audit au regard de ces différents critères. Alors, question suivante posée par Mélissa. Si nous n'avons pas eu de non-conformité lors de l'audit initial, sur quoi va porter l'audit de surveillance? Eh bien, dans ce cas-là, l'audit de surveillance va porter sur les indicateurs qu'on a vus précédemment. Si vous vous rappelez la slide où il y avait les différences entre l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement, eh bien, l'audit de surveillance va porter sur les indicateurs qui étaient indiqués sur la gauche de la slide, qui étaient listés. Ce sont les indicateurs applicables quelle que soit la situation. Alors, Benjamin a répondu, je ne pense pas que bah, peut-être on va tester des connaissances, Sarah, sur le calcul de durée d'audit. Oui, Benjamin indique donc 6 millions de chiffre d'affaires, 5 sites et juste catégorie action de formation. alors tu peux me redonner le chiffre d'affaires? 6 millions, 6 millions. 000, action de formation, 5 sites
Alors non, de mémoire, je pourrais pas parce que, on va être sur une durée de base d'1 jour et demi minimum. On rajoute 0,5 jours pour action de formation et après par contre, il faut faire racine carrée de 5 et là, je bloque. Donc demandez un devis Benjamin et c'est avec Ouais, plaisir qu'on pourra vous répondre et là, vous aurez une réponse sûre plutôt que de me demander de faire des racines carrées, à la volée. Je me lance pas là-dedans, j'ai pas les compétences. oui, donc rendez-vous sur, votre espace Noé, faites la demande et le calcul se fera Voilà, automatiquement. c'est plus sûr que ce que je vais pouvoir répondre là. Alors, question suivante, je vois une question de Nathalie, qui ne porte pas directement sur, la thématique de la surveillance ou de renouvellement, mais je vais y répondre puisque, elle est posée par plusieurs, des certifiés. Pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir de prise en charge de type CPF pour nos formations alors que nous sommes Calliope? Alors le fait, d'avoir un organisme certifié Calliope ne vous permet pas automatiquement d'avoir accès au CPF. Pour avoir accès au CPF avec Calliope seul, il vous faut, faire plusieurs, démarches. Si c'est pour vos actions de formation, il faut que ces, formations soient enregistrées sur, un répertoire spécifique, donc soit le RS ou RNCP, ou alors avoir un partenariat avec un organisme certificateur qui aurait déjà, ces formations d'inscrites sur, l'un de ces répertoires ou alors, au travers d'un audit d'extension, mais du coup là on sortirait, des actions de formation. Vous pouvez effectuer un audit d'extension sur du bilan de compétences ou de la VAE et donc ces prestations-là pourront être éligibles au CPF. Bon, il y aura tout de même une démarche à faire et qui sera bien moins lourde que, de faire enregistrer ces actions de formation sur l'un des répertoires. Mais donc, en fonction de votre stratégie, il y aura dans tous les cas des étapes, pour arriver à cette marche du CPF. Alors Alors moi, j'ai vu une question de Pascal, pour revenir sur la sous-traitance qui nous dit: «Aucune indication parfois dans les contrats de sous-traitance que l'animation. Sur quoi nous serons audités?» Donc ça va me permettre de préciser ce point-là, vu qu'il y avait beaucoup de questions sur la sous-traitance. Je vous disais tout à l'heure, pour les actions qui sont faites en sous-traitance, l'auditeur va vous demander le contrat pour pouvoir savoir s'il doit appliquer tel ou tel indicateur. Si vous n'avez pas de contrat ou si le contrat n'est pas, assez précis et que, c'est pas très clair, l'auditeur doit auditer tous les indicateurs comme si c'était à vous de le faire. Donc là, c'est votre intérêt en tant que sous-traitant d'avoir des contrats qui sont le plus précis possible, avec votre donneur d'ordre. Ça vous permettra d'alléger l'audit. Par contre, si je comprends bien la question de Pascal, dans le contrat, s'il est marqué que l'organisme de formation sous-traitant ne fait que l'animation de la formation, et bien là, ça permet à l'auditeur de spécifier que, ben, c'est pas à lui de faire l'analyse du besoin, c'est pas à lui de, communiquer auprès des stagiaires en amont et cetera. Sous-entendu, c'est au donneur d'ordre et donc ces indicateurs-là pourraient ne pas être appliqués. Mais là, c'est vraiment je m'avance pas plus que ça non plus, c'est l'auditeur qui, à la lecture du contrat, va pouvoir déterminer l'applicabilité ou pas, des indicateurs. Mais voilà, il faut bien avoir le contrat, sinon l'auditeur est obligé d'appliquer et faites en sorte que vos contrats soient les plus clairs possibles avec votre donneur d'ordre. Ça vous permet, vous, d'alléger des points, surtout si dans la réalité, vous ne le faites pas, quoi, que ce soit noté clairement dans le contrat. alors une autre question de Pascal, y a-t-il une obligation d'utiliser Noé si on a des outils, en propre? Noé est obligatoire pour effectuer, vos demandes, pour, effectuer donc, les demandes de planification, et vos démarches qui sont propres à la certification Calliope. Mais en revanche, là, je pense que vous parlez plutôt de la préparation, et après de l'audit. Donc en effet, il n'y a pas d'obligation de passer par Noé. Ce qui va être permis, c'est que ce sera plus simple en termes de préparation, mais si vous avez déjà une solution, à côté, il n'y a pas d'obligation à passer par la plateforme. Une autre question de Catherine, qui pourrait peut-être s'en rapprocher. Mon audit a lieu le 9 décembre et je n'ai pas accès à la liste des indicateurs. Alors si, vous avez planifié l'audit et que vous n'avez pas demandé l'option élaboration, alors c'est normal que vous n'avez pas accès à ces informations puisque, il n'a pas été demandé lors de votre planification. En revanche, si vous n'avez pas souscrit à l'élaboration
et que vous attendez le plan d'audit, les délais annoncés par Sarah, il me semble que c'est enfin c'est aux alentours de 10 jours. Donc là où on est encore dans les délais, donc il ne faut pas s'étonner si vous n'avez pas encore reçu le plan d'audit. Et je rajouterais également que si vous n'avez pas souscrit à l'option élaboration, comme le disait Thomas, c'est tout à fait normal que vous ne voyiez pas la liste des indicateurs dans votre dossier Noé. Par contre, vous pouvez demander à rajouter cette option élaboration, même si vous ne l'avez pas demandé lors de la demande, vous changez d'avis, vous souhaitez la rajouter, vous pouvez le faire via le service client ou via un formulaire sur Noé. Alors j'identifie les questions qui n'ont pas été traitées. Alors une question de Nathalie. Notre établissement est privé d'enseignement supérieur enregistré au rectorat et enregistré à la DRITS comme organisme de formation. Pour Calliope, quel type de contrat devons-nous présenter? Cette année, nous n'avons que des formations initiales et sans souci. Alors, Calliope s'applique à la formation professionnelle. Donc, dans le cadre de la formation initiale, c'est pas des actions qui vont pouvoir être échantillonnées puisqu'on est hors champ de Calliope. Donc là, les seules actions qui peuvent être prises en compte pour Calliope et donc les seules actions finançables en fait, hein, par les OPCO sont les actions de formation professionnelle uniquement. Donc s'il n'y a pas eu d'action de formation professionnelle, bah, on rejoint, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça permet aussi de de répondre, à la question de Michel en même temps. Donc pour rappel, vous devez, si vous êtes certifié Calliope, faire à minima une action entre l'audit initial et l'audit de renouvellement. S'il n'y a pas eu d'action entre l'initial et la surveillance, on peut quand même faire la surveillance, mais s'il n'y a pas eu d'action entre l'initial et le renouvellement, on ne va pas pouvoir renouveler. Donc au moins une action en 3 ans. Après, une action finançable n'est pas forcément une action financée. Donc là, après, Tout en à fait. fonction des opportunités que vous aurez, peut-être trouver un client pour faire une action afin d'assurer la possibilité de planifier et de réaliser l'audit. Alors, est-ce que dans l'hypothèse, une question de Françoise, est-ce que dans l'hypothèse d'une carence des dossiers engagés avant la date d'échéance, euh, alors je vais reprendre la question. Alors je l'ai vu, je l'ai plus sous les yeux, mais je l'ai vu. Si je me souviens bien de la question, c'était, heu, ben, dans l'hypothèse où il y a eu une carence de certification Calliope, est-ce que les dossiers envoyés avant la date de fin de validité, peuvent quand même être pris en charge par les OPCO? C'est si tu as la question sous les yeux encore Thomas, dis-moi si Ouais, j'ai bien compris, hein? c'est oui, en relisant, je comprends ça aussi. Et bien là, malheureusement, nous en tant que certificateur ICPF, on ne peut pas vous répondre parce que les OPCO, ça va dépendre des OPCO, ils n'ont pas tous les mêmes façons de fonctionner et les mêmes façons de vérifier la validité du certificat. Donc là, malheureusement, j'ai envie de vous répondre, ça va dépendre de l'OPCO. Peut-être vous rapprocher d'eux pour, avoir une réponse, plus sûre que ce que nous, on va pouvoir vous faire parce qu'ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Alors j'ai regardé dans le chat puisqu'il y avait presque une vingtaine de messages. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans l'onglet questions qui est à la gauche de cette fenêtre, puisque c'est à cet endroit que j'identifie les questions à traiter. Ce sera plus simple Alors, pour nous, on la a une question modération. d'Olivier, qui nous demande si un formateur sous-traitant doit avoir son NDA, numéro de déclaration d'activité. Donc, oui, ça c'est une obligation réglementaire, depuis, de nombreuses années. Un organisme, un formateur, même uniquement sous-traitant, doit avoir un numéro de déclaration d'activité actif. Parce que le numéro de déclaration d'activité, en fait, c'est ça qui vous identifie comme organisme de formation. Et par conséquent, pour être organisme de formation, même pour faire uniquement de la sous-traitance, vous devez avoir un numéro de déclaration d'activité actif et donc déposer un bilan pédagogique et financier tous les ans. Alors une question que j'ai vu passer à plusieurs reprises, une question de Nathalie qui a été posée par d'autres personnes. On a parlé à plusieurs reprises d'une action.
Qu'est-ce qu'une action, finalement? Eh bien, concrètement, une action, c'est une activité de votre organisme de formation. Si vous faites, uniquement de la formation, bah, une action, quand on dit une action, c'est une action de formation. Une session de formation, avec un ou plusieurs stagiaires, mais une session de formation. Si vous faites du bilan de compétences, bah, une action, ça va être un bilan de compétences ou un accompagnement VAE. Voilà, une action, c'est ça, c'est votre activité, votre métier. Faire votre métier, tout simplement. Alors, question de suivi, quelle est la différence entre un contrat de sous-traitance et un contrat de service? Eh bien, j'ai envie de dire le contenu. C'est, le contrat de sous-traitance, c'est quelque chose qui va lier 2 entités, donc 2 organismes de formation. Le contrat de service, c'est quelque chose qui va lier un organisme de formation avec une personne en particulier. Mais on l'a vu tout à l'heure, cette personne en particulier, si c'est un formateur, qui a lui-même, une entité juridique, il faut qu'il ait un NDA et dans ce cas-là, ce serait plutôt un contrat de sous-traitance. En fait, les contrats de service, ça va plutôt être, de la mise à disposition de personnel, par exemple, ce genre de choses. Alors, je vais prendre une dernière question avant de mettre un terme à ce webinaire. Il nous reste 1 minute. Alors, question de Marie. J'ai réalisé une formation pour, des personnes qui viennent de 4 entreprises différentes, mais qui sont passées par un unique prestataire, chez qui la formation a eu lieu. Faut-il 4 comptes rendus commanditaires ou seulement le compte rendu commanditaire du prestataire? Alors oui, je l'ai vu passer, je suis pas sûre de bien la comprendre. Mais de ce que je comprends, hem, il y a eu une action de formation qui a été réalisée avec 4 apprenants. Ces 4 apprenants, venaient, de 4 entreprises différentes, donc on est sur une formation en inter, mais du même alors quel est le terme? Tu peux me redonner le terme utilisé, Thomas, s'il te plaît? Du même Ils sont passés par un prestataire unique. prestataire unique. Alors, bah, c'est là où je suis pas sûre de bien comprendre la question, prestataire unique. Est-ce que ça veut dire que, en tant que vous, en tant qu'organisme de formation, vous avez animé cette formation pour ce prestataire-là? Dans ce cas-là, ce serait de la sous-traitance et ce prestataire serait le donneur d'ordre? Mais je suis pas sûre d'avoir bien saisi cette question-là. C'est dans ce cas-là, si c'est le cas, si c'est bien ça, si j'ai bien compris, eh bien, ce prestataire serait le donneur d'ordre et donc vous devez récupérer la satisfaction des stagiaires. Vous les avez vus, vous les avez eu plusieurs jours avec vous et ce donneur d'ordre-là. Alors, je vois que Marie est en train d'écrire, donc Ah, peut-être peut-être que je attendre vais avoir des quelques précisions. secondes. Donc, elle a indiqué d'accord, donc des 2. Je ne sais pas si, ça t'aide Donc dans il la semblerait réponse. que j'ai bien compris que j'ai répondu à la question de Mmh, Marie. c'est ça. Parfait. Elle te remercie. Avec plaisir, Marie. Eh bien, c'est sur cette, dernière réponse qu'on va mettre un terme à la présentation. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Merci aussi à Sarah pour, ta présentation, claire et Avec plaisir. limpide comme d'habitude et merci également à Lucas qui était présent au niveau du chat pour, fluidifier la modération. Alors, Sarah, je te laisse ajouter quelques mots avant qu'on, clôture cette séance. Bah, merci à tous pour votre attention, pour votre écoute, pour vos nombreuses questions. On n'a pas pu répondre à tout, mais n'hésitez pas à les poser sur la plateforme Noé dans le service client. Le service client est là pour répondre à ces questions-là, et on se fera un plaisir de répondre à vos questions sur, le NDA, sur la sous-traitance, et cetera. On est là pour ça, n'hésitez pas. Merci à tous et à toutes encore une fois et à bientôt. Au revoir. Au revoir.